je vais donc vous parler du sens du droit en la matière, comme dirait un juriste. Alors la matière, c'est le corps, le physique, le mental, l'esprit et l'humain. Et ce que nous y insufflons, c'est-à-dire l'âme. Alors Victor Hugo disait « Tout vit, tout est plein d'âme ». Et il ajoutait « Le corps humain cache notre réalité, la réalité, c'est l'âme ». Et il y a un poète, Sand, qui écrit ceci « La rive noire est celle du monde, les âmes s'y agrippent, en grappent, et grondent, et sombrent. » Alors, haute tension au travail, non, haute détention au travail, à moins que, quand je vois le signe des alpages, je me dis, vous êtes nos hôtes de tension au travail. Alors effectivement, tension, c'est quoi? Le blackout dont on parle ces derniers temps, en Belgique beaucoup, en France peut-être aussi, en Allemagne, en Europe, où c'est la question du délestage, c'est-à-dire de l'allègement, de la détente. Je me demande dans quelle mesure je ne suis pas parti d'une idée qui était un peu différente de la haute tension de travail, en voulant cibler les choses comme juriste de façon précise. Et je me suggérais du pouvoir et de la solitude de l'être, ou du pouvoir et de la décision individuelle. Et donc je vais vous demander, et je suis très heureux d'être parmi vous, je remercie Jacques Moreau, Véronique Siché et les orateurs précédents qui me facilitent la tâche merveilleusement, et vous tous d'être là et de me permettre de partager avec vous quelques idées à propos du droit, à propos du fait aussi, parce qu'un juriste se doit de bien distinguer les faits du droit. Par exemple, l'épanouissement ne se décrète pas. Mais alors, quel cheminement suivre? Quel mode opératoire pour y arriver? Alors je vais vous en suggérer une première chose. Le droit, c'est un juriste qui vous le dit, n'est rien. Ça rejoint ce que Jacques Moreau évoquait. Arrive-t-il en retard? Mais ce peut être un petit quelque chose d'utile en cas de conflit. Regardez le pilote de l'avion qui serait traîné devant les tribunaux en raison de ce qu'il a fait, comme au début du XXe siècle, un commandant de bateau fut traîné devant les tribunaux pour avoir balancé la marchandise par-dessus bord et ramené le bateau à bon port et sauvé son équipage. Et c'était ce qu'on appelait du droit naturel, qui nous transcende. Mais le droit n'est rien. Et c'est un petit quelque chose d'utile en cas de conflit si vous avez des moyens de preuve et des institutions et des procédures pour défendre vos droits. Et vous voyez déjà la discussion que l'on peut avoir entre le singulier et le pluriel. Le droit. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à l'état de droit, à l'idée de la démocratie, comme valeur que nous estimerions fondamentale? Et donc, comment déterminer cela? Peut-être en se posant la question de l'état du droit, remplacer une voyelle par une autre. Parce que le droit n'est pas une recette, il n'y a pas de solution toute faite. Et pourtant, nous exigeons tous de passer du verbe à la chair, parce que le verbe doit se faire chair dans nos vies. Alors, je voudrais insister sur cette polysémie et cette sémantique. On parle de droit objectif. C'est l'ensemble des normes qui sont appelées à nous gouverner. C'est donc l'aspect collectif, l'aspect singulier, mais collectif. Et puis on parle des droits subjectifs. C'est pas la même chose que la subjectivité auquel faisait allusion Philippe Douillet. La subjectivité qui ramène à chacun, alors que les droits subjectifs ramènent à tous, via l'intérêt que chacun peut avoir et qui serait légitime ou légal. Donc il y a le droit objectif, l'ensemble des règles, et dans ce droit objectif, vous avez des droits subjectifs. Et ces droits subjectifs, c'est ce qu'on peut défendre et exiger
devant un tribunal à l'égard de quelqu'un d'autre. C'est au fond un droit de créance. Alors quand on dit cela, on peut donner un exemple. Alors je vous donne un premier exemple. Le droit au travail. Avons-nous un droit au travail? Pouvez-vous l'invoquer vis-à-vis de quelqu'un? Non. Nous n'avons pas un droit au travail. Parce qu'il ne peut pas se matérialiser par une créance que l'on exigerait de quelqu'un d'autre. Mais nous avons un droit à la qualité du travail. Nous avons un droit à un travail comportant certaines composantes, certains déterminants, et nous pouvons ainsi ne pas être discriminés. Nous avons droit à un salaire minimum ou barémique. Nous avons des conditions d'hygiène, de sécurité, de santé. Nous avons parfois le droit d'aller nous former ici et là, ici encore. Nous avons le droit à une certaine autonomie, mais nous avons l'obligation de nous subordonner. Nous reviendrons sur cela. Alors, je le dis, mais au fond, si nous partons de l'histoire, une histoire qui sera moins importante que celle des tigres dans le sable, mais une histoire 1948. La Belgique adopte le règlement général pour la protection du travail. Que dit ce règlement? À peu près 800 articles. Il dit, en gros, en matière de sécurité, d'hygiène et de santé, nous allons vous donner une clé. Elle est métallique. Un peu comme la clé, l'instrument qui va vous aider à ouvrir le casier du vestiaire. En 1996, ce texte est passé de ce qu'il était, c'est-à-dire une réglementation extrêmement précise de tous les actes professionnels que l'on peut poser dans des situations d'insécurité, on l'intitule aujourd'hui le Code du bien-être au travail, 1996. C'est-à-dire que de la clé métallique, on passe à la clé, à mon avis, de l'explication. La clé de l'explication, c'est-à-dire, et ce sont des questions que je vous pose, ne sommes-nous pas dans un monde qui passe du matériel à l'immatériel, du palpable à l'impalpable, du concret à l'abstrait, de la certitude, je ne dirais pas encore à l'incertitude, Laurent Bibard vient de nous parler, à la croyance, de la raison des hommes à la foi en l'homme. Mais si on dit cela, on passerait donc de cette clé métallique de l'outil à la clé de l'explication qui a tout, de l'extérieur à l'intérieur. De quoi? De l'entreprise, puisque c'est le sujet du jour. Mais pourquoi pas à l'intérieur de nous? C'est-à-dire que l'on partirait du contexte général qui nous a été merveilleusement décrit pour arriver à l'abîme de l'être. Que faire? Donc, nous quittons la linéarité pour la rupture. Nous passons du simple procédé à un processus complexe. Parce qu'enfin, qu'est-ce que la santé? Dans quelles conditions vivre? Quel est le grand théâtre de la vie? Comment faire face à la vulnérabilité? Poutine, reprenant, semble-t-il, un mot d'Al Capone, a dit dernièrement « Un mot gentil et un revolver sont plus convaincants que simplement un mot gentil. » Le revolver serait-il le droit? Alors je vous propose un cheminement partant de cette idée du théâtre de la vie, un cheminement simple, une grille de lecture qui est la mienne. Je ne l'imposerai jamais, c'est juste la mienne. Je lis le système juridique avec trois notions: espace, temps, mouvement. Alors je pourrais commencer par les mouvements auxquels vous avez amplement fait allusion, que ce soit interne à la fonction, que ce soit propre à l'entreprise, que ce soit le contexte dans lequel nous sommes placés, le capitalisme sauvage auquel nous assistons. Et donc ces mouvements, je les décompose, en tout bien, tout honneur, d'abord en mouvement physique. C'est de nous qu'il s'agit, métro, boulot, dodo. Les migrations, regardez ces phénomènes qui nous font trembler, juste trembler. Les mouvements socio-économiques qui sont constants, des restructurations d'entreprises en vertu, en voilà, des absorptions ici et là,
sans compter les mouvements dont on doit parler en dernier lieu, parce que c'est tellement trop prosaïque, les mouvements financiers. Vous avez vu le résultat. Mais il y a mieux, c'est le mouvement des idées. C'est pour ça aussi que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ce mouvement des idées qui doit primer. Avons-nous de l'imagination? Et si nous en avons, alors mettons en œuvre les moyens dont nous pouvons disposer pour les réaliser. Ça, c'est sur la notion de mouvement. La notion de temps. Le temps de travail, bien sûr. On a parlé du temps. Vous y avez fait allusion merveilleusement. Alors, je n'hésite pas. Le poète Sand dit ceci. Mort au temps. Les instants les plus forts s'abîment en nuée. Présente encore, mais déjà allégée de sa vivacité, mon âme s'endort et se colore de formes d'arbres, dépouillés de bourgeons et nervures d'été. Ces ombres qui m'enlacent, en osant m'ignorer, tirent flot de grimaces, tuent mes intensités, rasent les plus beaux palaces de ma félicité et abîment mon être qui est subtilisé. La durée du travail infernal. Mais ce n'est que le temps des contrats. C'est celui-là qui est en cause. Nous sommes d'accord pour les conclure et les signer, ces contrats, avec ou sans libre consentement. C'est une autre question qu'on pourrait aborder. Et puis, ça me fait penser, et ce que vous dites encore plus que jamais, à la question du travail du temps. Le travail du temps sur l'être que nous sommes. Le travail du temps qui fait que on vient de sortir un ouvrage qui s'intitule « Le capitalisme qui est cannibale de notre sommeil ». 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 24 par 7. Donc, temps et mouvement me permettent d'avancer, mais le plus important, c'est l'espace. Alors, quel espace? Je vous suggère un espace physique. L'espace physique, c'est nous. Alors, on a tendance à croire que l'espace physique, c'est autour de nous. Je vais me permettre d'avancer l'idée que l'espace physique, c'est nous. C'est l'enveloppe, c'est la peau, c'est l'organe, c'est le mental. Tout est intériorisé de plus en plus, d'une certaine façon, non? Les nouvelles technologies, face à la santé, quel est l'employeur qui ne veut pas savoir aujourd'hui dès l'abord quelles sont les faiblesses qui nous guettent? Quelle est la fragilité intrinsèque qui est la nôtre? Comment elle va se manifester? Alors on vous fait une carte juridique, vite fait, bien fait. Et on ne vous embauche pas. Parlant des pilotes américains, comme l'histoire d'il y a quelques années, où une compagnie d'aviation souhaitant embaucher des pilotes, leur fait passer ces fameux tests ADN, constate que certains d'entre eux risquent d'être atteints de la maladie de Parkinson 20 ans plus tard. Pourquoi 20 ans plus tard? Parce que ça ne se déclenche en général qu'à ce moment-là et qu'ils sont tout jeunes pilotes qui se présentent pour travailler. Et on les refuse sur cette base. L'espace physique, c'est lui, d'abord. Et c'est pour ça qu'à côté de cet espace physique, vous avez l'espace institutionnel. Regardez le nombre d'institutions qu'on crée. Il y en a qui sont saines dans le Parlement, dans le gouvernement digne de ce nom, et puis surtout une justice par laquelle on va passer avec la règle juridique pour dire ah, ça, halte là, ça ne va pas. Je veux que, ou je reconnais que. Alors, l'espace est aussi juridique. Physique, institutionnel, juridique. Juridique, il y a deux sujets de droit. Il n'y en a pas d'autres. Il y a chacun de nous, l'individu. Ce que j'appelle le body, pour faire allusion à l'utilisation d'une langue qui nous est de moins en moins étrangère. Et puis en face, il y a la personne morale. À côté de la personne physique, le body, il y a la personne dite morale. Et cette personne dite morale, je la qualifie du nobody. Cette personne, c'est par exemple la société commerciale. Et c'est par exemple toutes les associations, tous les organismes que nous créons. C'est nobody. Alors la question n'est pas compliquée. Si c'est du vent, que fait le vent quand il ne souffle pas? Nous faisons concurrence aux dieux, pour ne pas dire à Dieu.
Nous faisons concurrence à Dieu en créant ce concept de société commerciale d'un être abstrait, totalement abstrait, et qui guide nos destinées. Mais c'est pratique. Il faut l'avouer. Ça permet de fonctionner en groupe. Alors, par rapport à ce groupe, à cette personne morale, va-t-on parler d'amoralité, d'immoralité? Où se trouve le mot entrepreneur et le mot entreprise? On a parlé d'industriel, on a parlé de marchand. J'y vois des glissements incroyables. On parlera de manager aujourd'hui. Alors, il y a utilité et vice des notions, mais ni coupable ni responsable. Pour reprendre un titre d'un article de Sylvain Sipel dans le Aucun n'est pas responsable. Regardez LuxLeaks, la responsabilité sociale des entreprises. Qu'est-ce que c'est si ce n'est vouloir fuir la responsabilité civile d'une code de base? Donc, ça crée des troubles. Peut-on s'étonner que ces troubles soient à certains moments psychosociaux? Le trouble fondamental, c'est la vie. Laurent Mibard l'a dit, qui donne naissance au lycée. L'épanouissement, c'est ce que nous disons dans l'étude que nous avons faite, deux chercheurs et moi-même. L'épanouissement prend ses sources dans le passé, se cherche dans le futur, se réalise dans le présent. Vous imaginez que c'est difficile, parce qu'il faut chercher dans le futur pour réaliser son présent. Au fond, qu'avons-nous comme certitude? 2, 3 certitudes seulement. La première, notre naissance, l'apparition. La deuxième, notre mort, la disparition. La troisième, le mode opératoire entre les deux, la respiration. De quelle qualité? Et alors on pourrait y joindre, si vous le souhaitez, l'idée de l'intuition, notre inspiration. Avec une rationalité quand même aussi. Karl Popper dit « Toute vie est résolution de problèmes ». Voilà une belle lucidité. Et donc notre capacité à déduire des faits de ce qui nous arrive, à prendre conscience des solutions que l'on pourrait imaginer. Alors les faits ont été retracés, le contexte social et économique général, mais surtout, j'insisterai, permettez-moi ce dévoiement, ne parlons pas d'argent, parce que c'est de cela qu'il semble qu'il s'agisse tout le temps. Ne parlons pas des modalités de gestion des entreprises, puisque ça va se ramener à l'argent aussi. Alors, l'épanouissement de l'être humain au travail passe par, je pense, 2 lignes. Une première, la liberté. Une deuxième, le droit. La liberté, c'est la liberté qu'aurait l'individu à développer sa personnalité, sans en être entravé, sauf par l'intérêt légitime d'autrui à exercer cette même liberté. Et le droit, c'est le droit de déployer ses capacités humaines, principalement professionnelles. Alors, qu'est-ce que ça nécessite comme société? Forcément, une société qui soit démocratique, pluraliste. Laïque, je pense que ça vaut mieux, c'est plus simple par rapport à l'obscurantisme des croyances. Mais on vous dira qu'il y a un laïcisme qui court aussi les rues. Méfions-nous de tout. Mais la perspective doit être personnelle et relationnelle. Rencontrons les 3 valeurs qu'Amartya Sen donne à la démocratie, nous pourrions en parler tout à l'heure. Et donc, il y a cette volonté de participer au processus socio-économique. Nous voulons être entendus à défaut d'être écoutés, et nous échangeons entre nous pour nous enrichir et mûrir. Fantastique. Mettez à côté de cela la répartition équitable des richesses, et nous commençons à voir une convergence qui peut être intéressante. Le droit à l'épanouissement, à mon avis, sous-tend l'évaluation des normes en droit social. Et c'est le collectif. Ne l'oublions pas. C'est un sujet d'équilibre. 2 mots pour terminer. Solidairement. Solidairement, grâce au droit objectif, qui comprend des droits subjectifs, donc le pluriel. Mais donc aussi une exigence d'un processus de contrôle, mais pas le même type de contrôle que celui dont vient de nous parler Laurent Mibard. Une effectivité de la norme. À quoi servirait de nous réunir si c'est pour en sortant en disant qu'on ne peut quand même rien faire, il n'y a pas de règles juridiques qui nous permettent de lutter contre la violence, le harcèlement moral, sexuel, le stress, le burn-out, etc.
Deuxièmement, à côté de solidairement, solitairement, grâce à la connaissance croissante de soi, se connaître, avoir une capacité de choix et choisir régulièrement, périodiquement, parce que la vulnérabilité de notre être l'exige. Et qu'en choisissant, pour se connaître mieux, on se respecte. Et qu'en se respectant dans les actes de la vie quotidienne, on se reconnaît. Et si ce processus est sain, c'est une question. Je me respecte, comment puis-je ne pas respecter l'autre? Si j'exige, l'alpage a fait ses effets. Et si je prétends absolument vouloir être respecté, je dois respecter l'autre. Donc, qui suis-je? C'est un subtil équilibre, toujours en mouvement. Je serais forcé de croire à la fatalité, dit le poète Celle, mais à quoi la reconnaîtrais-je? Et il dit aussi ceci, entre le ciel, un soleil de forge, des monts tranchants, des rocs d'une douceur profonde, parfois d'une tendresse sculptée, une lune impavide, des étoiles insaisissables, une mer de vaguelettes argentées, le regard devient nacré. Je pense que l'épanouissement peut faire que l'on respire. Écoutez.